C'est vrai que quand je vois ma fille évoluer, je suis tellement heureuse, mais il y a personne avec qui partager ça. Bienvenue chez Baby Safe, le podcast où nous explorons les thèmes délicats entourant la parentalité extraordinaire. Saviez-vous que selon la DREES, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, les ménages avec un enfant en situation de handicap sont souvent des familles monoparentales ou nombreuses, ayant des niveaux de vie plus faibles et une plus grande exposition à la pauvreté. Ce constat mérite toute notre attention et c'est pourquoi dans cet épisode, nous rencontrons Vanessa et Anne-Laure. Vanessa est la maman d'Ella et a divorcé du papa de cette dernière. Cette séparation affecte tous les aspects de sa vie, sa fille, sa santé mentale, sa vie de femme, sa carrière et son avenir. S'organiser et trouver un équilibre pour elle-même et sa fille est complexe. Être une maman solo d'un enfant en situation de handicap présente de nombreux challenges que Vanessa partagera avec nous. Ensuite, nous écouterons Anne-Laure Thomas, cofondatrice de l'association Autour des Williams. Avec ses bénévoles, elle a créé un réseau solidaire pour les parents d'enfants porteurs du syndrome de Williams-Eberen. Anne-Laure nous parlera des actions mises en place pour soutenir particulièrement les parents solos et vous le verrez, elle est très inspirante. Mais pour commencer, écoutons tout de suite le témoignage de Vanessa qui nous explique les raisons qui l'ont poussée à se séparer du papa d'Ella à la découverte de son handicap. Moi, j'ai eu une petite période de déni. Et son père, ça a été pareil. Moi, j'ai décidé de prendre la situation à bras-le-corps et de me lancer dans l'aventure médicale pour pouvoir l'aider à évoluer. Et son père a préféré plutôt prendre du recul et on va dire que nos chemins se sont séparés parce que moi qui me suis lancée à fond dans le parcours médical et lui qui a décidé d'être en retrait, on ne pouvait plus s'entendre, donc on a décidé de se séparer. Quand on s'est séparés, pendant 1 an, il a très peu vu Ella. C'était compliqué et c'était pas du tout serein pour Ella. Et puis au fur et à mesure, j'ai travaillé avec lui pour qu'on essaye de mettre en place, des choses pour que Ella soit moins angoissée parce que ça l'a beaucoup angoissée quand elle voyait son père, elle savait pas quand elle allait le revoir. Donc maintenant, il la voit un week-end sur 2, il la prend chez lui et on s'appelle tous les soirs en vidéo, qu'elle soit chez lui ou qu'elle soit chez moi. Comme ça, elle sait que voilà, on pense à elle, qu'on s'occupe d'elle. Ça lui permet aussi de développer un peu son langage, on lui fait raconter sa journée. Oui, bah oui. Mais c'est une façon de lui montrer que on est là quoi qu'il arrive. Et maintenant, quand la transition se fait entre lui et moi ou entre moi et lui, il y a plus de pleurs. Elle sait qu'elle reverra l'un ou l'autre le plus vite possible. Hmm. Et c'était vraiment le but recherché de l'apaiser pour que ensuite elle puisse se concentrer sur les autres soucis qu'il y a à travailler derrière. Et puis je lui ai créé un drive avec tous les documents médicaux, absolument tout ce qu'il faut savoir. Dans le cas où je disparais, il pourrait prendre le relais. Être parent est déjà un défi, mais être maman solo peut l'être encore plus, j'en suis convaincue. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontée au quotidien ? Qu'est-ce qui a changé depuis cette séparation ? Je crois que le premier point, ce serait le travail. En étant seule et en ayant une enfant à besoin particulier qui à une période, elle avait 4 ou 5 rendez-vous par semaine. Euh, c'est pas possible en travaillant à temps plein. Ouais. Pendant l'année où son père a plus ou moins disparu, c'est mes parents qui m'aidaient un week-end sur 2 pour que je puisse travailler les week-ends et m'occuper de ses rendez-vous la semaine. Et puis j'ai décidé de partir de mon ancien travail et j'ai trouvé un travail à temps partiel très très compréhensif. J'ai eu beaucoup de chance, qui m'ont laissé décider de mon emploi du temps et quand il y a des rendez-vous à l'hôpital qui se présentent, ce genre de choses, ils me laissent échanger mes horaires, rattraper mon temps, et c'est un très grand soulagement. Est-ce envisageable financièrement d'arrêter de travailler pour vous occuper pleinement de votre fille ? Je peux pas m'arrêter de travailler pour m'occuper d'elle. Après, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie? Je Eh je oui. pense pas, surtout qu'elle va Mhm. à l'école à temps plein, à temps plein, moins les rendez-vous, mais elle va quand Oui. même à l'école, hein, elle est acceptée à l'école. Donc c'est pas envisagé, mais en tout cas de réduire le temps de travail, c'était obligatoire et c'était vraiment ce dont j'avais envie aussi parce que j'ai envie d'être là pour l'aider avec ses progrès et pour elle parfois c'est difficile d'aller au rendez-vous parce qu'elle sait qu'elle doit travailler et elle a besoin de soutien et je vais pas l'envoyer avec quelqu'un d'autre pour ça.
On entend qu'il faut une certaine souplesse de la part de son employeur pour parvenir à ce que ça fonctionne finalement. Oui, absolument. Il faut vraiment quelqu'un de compréhensif dans les managers et l'entreprise dans laquelle on travaille. Mon ancienne entreprise, ce n'était absolument pas le cas, mais pas du tout. Donc j'ai dû partir parce que ça fonctionnait pas. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile dans le rôle de parent solo? Ce serait de trouver du temps pour soi, je dirais. Moi, là, j'ai de la chance. Le père de ma fille s'en occupe un week-end sur deux. Donc, un week-end sur deux, j'ai du temps pour souffler. Mais après, quand il la ramène le dimanche soir, c'est 14 jours, oui. Enfin, on va dire c'est 2 semaines complètes presque non-stop. Donc, le plus difficile, en fait, c'est de trouver des personnes un petit peu de confiance qui peuvent nous relayer de temps en temps. Mais c'est pas facile quand on est parent solo et encore moins quand on a un enfant porteur de handicap parce que tout le monde n'est pas capable de s'en occuper ou n'a pas la patience. Et puis, vous m'aviez parlé des moments de joie. On peut en dire 2 mots, ça? Oui, c'est vrai que quand je vois ma fille évoluer, quand je vois qu'elle apprend une nouvelle chose, je suis tellement heureuse, mais il y a personne avec qui partager ça. Partager l'instant présent avec quelqu'un et être fier de notre fille en même temps, c'est quelque chose de pas possible, mais après, je chéris beaucoup les moments et c'est une grande fierté de l'avoir avancé. Est-ce que vous avez renoncé à votre vie de femme? J'ai plus renoncé à une vie de couple où j'ai pas envie d'amener quelqu'un dans notre foyer et pour le moment dans notre organisation bien huilée. Oui. Et de toute façon, j'ai très peu de temps pour moi ou pour rencontrer des gens. Et je vais pas mentir, quand j'ai du temps pour moi, je reste parfois allongée sur le canapé pour reprendre des forces. Autre sujet, prendre des décisions concernant la santé de votre enfant peut être difficile, surtout en tant que parent solo. Auprès de qui pouvez-vous demander conseil? En général, je vais demander conseil au personnel médical qui s'occupe de ma fille. Les séances de ma fille, en général, c'est 40 minutes pour ma fille et 5 minutes pour moi, où je peux un peu m'épancher et poser des questions Oui. et partager mes doutes. Après, chaque spécialiste n'a pas la globalité de la situation, donc il faut savoir faire aussi la part des choses soi-même. Quels sont vos espoirs et vos craintes pour l'avenir, tant pour vous que pour Ella? Une de mes plus grandes craintes pour elle, c'est qu'elle soit pas acceptée par cette société, qu'elle puisse pas faire ce dont elle a envie de faire, ce dont elle rêve, parce qu'il y a il y a beaucoup de barrières dans cette société. Est-ce que vous avez un dernier conseil à partager à d'autres parents solo comme vous? Il faut essayer de bien s'entourer. Si vous avez des amis qui comprennent pas la situation ou qui vont vous faire des remarques, ce genre de choses, passez à autre chose parce que ça vous prend du temps et de l'énergie et entourez-vous de gens qui peuvent vous aider, vous et votre enfant. Merci beaucoup Vanessa pour votre témoignage éclairant sur le quotidien des parents solos. Pour la suite de cet épisode, je suis allée à la rencontre d'Anne-Laure Thomas, cofondatrice de Autour des Williams. Anne-Laure nous parle des solutions d'accompagnement qu'elle propose aux familles, mais avant cela, elle nous présente son association. Autour des Williams, c'est une association que j'ai créée il y a maintenant 20 ans, à la naissance de mon fils, avec un autre papa, François. On a créé cette association parce que tous les deux, on avait des enfants porteurs de ce syndrome, le syndrome de Williams et Burren. C'est un syndrome en fait qui est accidentel et qui dit une perte d'environ 26-28 gènes sur le chromosome 7 et qui entraîne la perte du gène de l'élastine, donc souvent une cardiopathie, des problèmes de croissance. Les enfants apprennent, mais progressivement, tout se fait beaucoup plus lentement, avec une autonomie beaucoup plus restreinte et une déficience intellectuelle qui est qualifiée de légère à moyenne. Ce sont des personnes qui sont hyper sociables. Ça peut être aussi un danger et beaucoup ont également une appétence incroyable pour la musique. Donc, il faut beaucoup de patience pour faire ce qui est naturel pour les autres personnes. Donc, un vrai rôle d'accompagnement pour les parents. Et donc, Autour des Williams, c'est une association qui a été créée pour créer premièrement un réseau solidaire des familles. C'est essentiel de laisser personne seul sur le bas-côté. Puis deuxièmement, on lève des fonds.
On lève des fonds pour essayer d'accompagner la recherche médicale, la recherche scientifique, pour mieux connaître ce syndrome de Williams. Depuis sa création en 2003, avez-vous remarqué une augmentation ou une diminution des familles monoparentales et quelles pourraient être les raisons de ces changements? En 2003, on voyait vraiment les mamans qui s'impliquaient beaucoup et les papas qui étaient plutôt à côté. Aujourd'hui, les pères et les mères sont impliqués pour leurs enfants. Donc, on voit aussi des évolutions de la société avec des couples, des familles monoparentales, des familles également des couples de même sexe qui ont des enfants avec un syndrome de Williams. Donc voilà, j'ai envie de dire l'association grandit au fur et à mesure, au fil du temps, avec la société et évolue avec la société. Alors si on s'attarde sur les familles monoparentales, est-ce que vous pensez qu'elles nécessitent un soutien particulier et si oui, de quelle manière? L'accompagnement des familles monoparentales est essentiel. Quand on est en couple et qu'on accompagne son enfant en situation de handicap, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement lourd. Quand on a une famille monoparentale, c'est vraiment, vraiment très dur. Et donc, on essaie dans l'association d'accompagner les familles selon leurs besoins. On essaie de faire du sur-mesure, on essaie de faire un peu dans la dentelle. On a des psychologues exceptionnels, bénévoles dans l'association qui accompagnent nos familles. Et donc, ils vont plus accompagner, en tous les cas, selon le besoin et selon la demande également du parent, de la maman ou du papa, de l'accompagner. Bien que souvent moins évoqués, les papas solos rencontrent également des difficultés. Proposez-vous des solutions spécifiques pour les soutenir? Y a-t-il une demande de leur part? Alors, on accompagne de la même façon les papas, les mamans, les familles. Ce qui est certain, c'est que toutes les familles ont besoin d'aide. Ce qui est certain aussi, je parlais tout à l'heure du diagnostic. Le diagnostic, c'est un moment où tout s'effondre. C'est un moment extrêmement difficile où il faut vraiment du temps pour pouvoir rebondir. Chacun va à son rythme. Il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises façons de réagir. On réagit comme on peut, avec un peu notre jeu de cartes, avec notre famille qui va être là, plus ou moins, pour certains, avec nos amis, pareil, qui vont être là, plus ou moins, avec les parents qui partent, les personnes qui partent, et les personnes qui restent face à l'annonce du handicap. On a pu observer beaucoup d'épisodes dépressifs chez des mamans. Ça se manifeste un petit peu différemment chez les papas, mais je ne pense pas que ce soit plus facile. Est-ce que vous organisez des événements pour faciliter les rencontres, pour faciliter le soutien entre parents, entre pères? Les rencontres, c'est la clé en fait, Mélanie. Il y a des rencontres pour toutes les familles, des 3 jours où il y a tous les parents, les oncles et tantes sont invités, les grands-parents sont invités et les enfants et la fratrie. Par exemple, on l'a fait à la Pentecôte. On avait 2 psychologues bénévoles qui ont fait des groupes de parole du matin au soir, des groupes de fratrie par âge de frères et sœurs, des groupes de grands-parents, des groupes de parents par âge, pour les petits, pour la préadolescence, pour les adolescents, pour les parents de jeunes adultes, pour les parents d'adultes, pareil pour les enfants porteurs d'un syndrome de Williams. On fait tout au long de l'année ce qu'on appelle des visioconférences par thème pour parler d'adolescence, pour des parents qui viennent d'avoir un diagnostic, pour des parents dont l'enfant va être opéré à cœur ouvert, pour pouvoir se parler et échanger. Et puis, on a mis en place les week-ends des mamans, c'est 2 jours, où le papa ou les grands-parents vont s'occuper de l'enfant et la maman va tout lâcher, on va prendre soin de la maman. Et on va avoir de la respiration, des massages, la méditation, la sophrologie. Tous les week-ends sont faits avec également des temps d'échange pour parler. C'est un espace aussi où on peut peut-être craquer par moment si on en a besoin et se dire les choses sans filtre. Pour pouvoir repartir un peu plus armés ou mettre en place s'il y a besoin des solutions. Et puis on a les papas qui nous les ont réclamés à corps et à cri ces week-ends. Alors en 2024, ce sera la nouveauté. On va lancer un week-end des papas également en octobre. Ils en ont besoin. Alors en France, de nombreuses associations œuvrent pour soutenir les familles touchées par le handicap d'un enfant. Quel message souhaitez-vous transmettre aux parents qui hésitent encore à rejoindre l'une d'entre elles? Souvent j'entends qu'on hésite parce qu'on a l'impression que si on retrouve une association, c'est comme si ça allait concrétiser, matérialiser le handicap de son enfant. Ça changera rien. La seule chose que ça va changer d'aller dans une association, c'est de rencontrer des gens, c'est ce qu'on entend souvent, avec lesquelles on n'a pas besoin, des personnes avec lesquelles on n'a pas besoin de parler pour se comprendre parce qu'elles vivent la même chose. Et même si beaucoup de gens extrêmement empathiques, extrêmement généreux, essayent de se mettre à la place d'un enfant en situation de handicap, c'est ce que je dis souvent, et tant mieux. On ne peut pas se mettre à la place d'un parent qui a vécu une opération à cœur ouvert de son enfant. Et tant mieux, parce que je souhaite à personne de vivre ça. Tant mieux. Alors que quand on l'a vécu, on sait ce que c'est qu'avoir ce ventre noué, le fait de pas pouvoir respirer, les heures d'attente pendant les heures de l'opération, le soulagement quand on a l'appel pour nous dire que notre enfant est en salle de réveil.
Mais c'est pas fini. La salle de réveil, il y a tout ce qui va se poursuivre après, et les jours après, et les mois après. Et finalement, pouvoir se comprendre sans se parler, c'est important. Pouvoir se dire aussi les difficultés qu'on rencontre sans être jugé. Pouvoir dire à l'autre, j'en peux plus, je craque, je suis épuisée. Ou j'en ai marre parce que mon enfant a des crises d'anxiété et va me répéter 150 fois la même chose dans la même journée. C'est vrai que quand on le vit, on le comprend mieux. Même si, encore une fois, on remercie jamais assez les gens qui sont à nos côtés et qui font de leur mieux pour nous accompagner. Retrouver une association, c'est ça. C'est ne pas avoir besoin de se parler pour se comprendre. C'est avoir de l'aide, des conseils, gagner du temps, énormément de temps et s'entraîner. Merci Anne-Laure et bravo pour votre action. Vous le savez, Baby Safe est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi une solution d'assurance collective innovante issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est d'œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance et à la grande prématurité sur babysafe.solution. Vous pouvez retrouver le lien dans les notes du podcast.